Bonjour, je m'appelle Thomas Negaroff et en effet je présente une émission sur France 5 qui s'appelle C'est politique, une sur France Inter qui s'appelle Le Grand Face à Face. Est-ce que Trump c'est que de la com? Et je demandais aux Américains avec leur casquette MAGA, Make America Great Again. Je dis mais c'était quand Great? Ouais. Mais quand est-ce qu'elle était grande en fait? Et il y avait 1000 réponses différentes. Tu sais, en 2016, les districts où Trump a fait les meilleurs scores, c'est les districts où il n'y avait plus de presse locale, contre-pouvoir. Joe Biden, le jour où il quitte le pouvoir, dans son discours d'adieu, il prononce un discours très sombre, très inquiétant sur l'avenir de l'Amérique et dit il y a une nouvelle oligarchie qui est en train de prendre le pouvoir. À quoi sert Elon Musk à Donald Trump? Et moi je reste persuadé que l'élection de Trump est une sorte de backlash MeToo, Waouh. avec un retour de l'homme américain. Thomas Negaroff, bonjour. Bonjour. Merci mille fois d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Je te tutoie, voilà, je te le dis, je te l'impose. Ok. Alors inversement aussi. Avec grand plaisir, bien sûr. Je suis une grande fan de C'est politique. J'ai dévoré évidemment Les Nouveaux Oligarques. Je l'ai écouté en podcast d'abord parce que c'est un podcast. Tu es là d'ailleurs pour en parler. Je t'ai invité pour parler de la sortie de ce livre qui est sorti ou qui sort? Qui est sorti le 3 juillet. Voilà, tout à fait. Le jour de la Saint-Thomas. On les embrasse tous, très fort. Oui. Et c'est un livre donc issu du podcast. Ce podcast a un grand succès, qui a eu un certain nombre de prix d'ailleurs de journalisme. Donc bravo pour ça. Merci. Je voulais te dire que moi je suis donc une grande fan de C'est politique, c'est Ce soir en société, émission dans lesquelles tu participes et notamment C'est politique que tu présentes avec brio et qui participe à ma à définir les frontières de, en tout cas, ma culture politique. Donc, merci pour ça. Ça, c'était pour la petite déclaration, voilà. Mais d'abord, c'est la question que je pose à tous mes invités et c'est d'usage en podcast. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Thomas Negaroff. J'ai du mal à dire ce que je suis, en fait. Peut-être que ce sera un bout de l'entretien entre nous. Je suis, au départ, prof d'histoire. Je suis agrégé d'histoire. Et je suis devenu journaliste. Et en effet, je présente une émission sur France 5 qui s'appelle C'est politique, une sur France Inter qui s'appelle Le Grand Face à Face. Et en parallèle, je fais des podcasts, comme toi, sur France Inter, en 6 dates clés, dont certains sont déclinés en livres. Donc voilà à peu près. Et puis je fais des romans. J'en ai un qui sort le 1er octobre prochain. Ok. Voilà, donc je fais des choses très différentes. Je fais même des spectacles sur scène. Donc j'essaie de papillonner, me promener dans des univers différents, un peu comme toi. Parce que c'est triste de ne faire qu'une seule chose. Et quand on a le luxe de pouvoir en faire plusieurs, il faut y aller. Je suis bien d'accord. Le livre et le podcast Les Nouveaux Oligarques, et d'ailleurs le podcast s'appelle Les Nouveaux Oligarques de la Silicon Valley, en fait, dresse des portraits des oligarques américains Elon Musk, Donald Trump, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Peter Thiel, moins connu, mais tout aussi important parce que précurseur, et on va en parler, et J.D. Vance, donc le vice-président américain, le bras droit de Donald Trump. Je voulais te faire réagir en premier temps à la une du média Frontières, donc un média d'extrême droite, qui a aussi son titre de presse papier. Voici la une de cette semaine. Donc c'est en lien tout à fait avec, effectivement, ton sujet de livre, ton sujet de podcast. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo, les oligarques, ces milliardaires qui financent la gauche, Niel, Saadé, Kretinsky, enquête sur leur emprise médiatique. Est-ce que tu aurais un commentaire à faire sur cette une? C'est un peu à leur habitude, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'inverser les propositions habituelles. En général, et notamment dans le livre, les oligarques aux États-Unis, mais ailleurs, notamment dans la sphère médiatique française aussi, sont considérés comme à droite, voire à l'extrême droite. Ils sont souvent des forces d'argent qui tentent de faire fructifier leur argent, notamment avec des jeux d'influence politique, médiatique. Et Frontières a beau jeu, et c'est pas absolument faux, d'aller chercher aussi des oligarques de l'autre côté pour dire arrêtez de nous saouler avec Bolloré et les autres, regardez dans votre camp, vous, la gauche, même si franchement, le point commun, remontre-moi, entre Kretinsky... Niel et Saadé. Ouais, Niel et Saadé, franchement, ils ont une définition très large de la gauche. Parce que pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, Saadé, c'est BFM. Je ne suis pas sûr que pour beaucoup de gens, BFM soit l'incarnation même de la gauche. Kretinsky, c'était Marianne ou T18 à la télé. Pour beaucoup, c'est plutôt le centre, voire un centre un peu mou, macroniste. Voilà, donc, et puis Niel, il navigue dans tous les univers. C'est pas, on aurait pu mettre Mathieu Pigasse, par exemple, si on veut vraiment chercher quelqu'un qui finance la gauche et qui dit qu'il a un projet de groupe médiatique, qui est un groupe de médias vraiment
contre le populisme de droite. Mais donc voilà, donc déjà c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, mais c'est intéressant de voir, j'avais pas vu cette une, mais c'est malin de l'avoir sorti parce que ça dit aussi que le mot oligarque est un mot un peu valise, dans lequel on peut mettre un peu ce qu'on veut, et nous si on dit le mot oligarque, c'est un peu à dessein, c'est pas par hasard, c'est que quelqu'un a dit le mot oligarque aux États-Unis, plusieurs d'ailleurs, c'est Joe Biden. Le jour où il quitte le pouvoir, dans son discours d'adieu, farewell address, ce discours d'adieu, il prononce un discours très sombre, très inquiétant sur l'avenir de l'Amérique, et il dit il y a une nouvelle oligarchie qui est en train de prendre le pouvoir. Et ces gens-là, on les a vus au premier rang de l'investiture de Trump, c'est les gens qui sont dans le livre, et puis même un Français, parce que Pinault était aussi là, Bernard Arnault était aussi là le jour de l'investiture. Et ensuite, dans la foulée, Bernie Sanders, vraiment de gauche, la gauche démocrate américaine, a fait un tour des États-Unis pour dénoncer l'oligarchie américaine. Donc le mot oligarchie aux États-Unis, il est puissant, il raconte quelque chose, et c'est aussi pour ça. Mais c'est vrai que Frontière a beau jeu d'aller dire les oligarques sont aussi de l'autre côté, ils sont dangereux, encore plus dangereux, ce qui permet de dire regardez, c'est là-bas que ça se passe, pour pas qu'on regarde de l'autre côté. Est-ce que tu pourrais définir le mot oligarque pour ceux qui n'ont pas vraiment la définition? Pour toi, c'est quoi? Un oligarque, c'est quelqu'un qui est richissime, pour le coup. L'idée de l'oligarchie, c'est un petit groupe qui dirige. Un petit groupe qui dirige, souvent autour des questions d'argent et d'une même vision du monde. On ne confondra pas avec la démocratie, où là c'est le peuple, le kratos, c'est le pouvoir. On ne confondra pas non plus avec l'aristocratie, le gouvernement des meilleurs, même si souvent les oligarques se considèrent comme plutôt aristocrates, ils se considèrent comme le gouvernement des meilleurs, ils se considèrent être les meilleurs, les plus intelligents, les plus talentueux. D'ailleurs, Trump n'arrête pas de parler, de vanter leur QI. Pas leur argent, mais aussi leur QI. Et les deux sont liés chez Trump. Plus on est riche, plus les signes d'intelligence. Ce qui est assez particulier et très différent peut-être de notre culture à nous Européens. Mais je trouve que c'est vachement intéressant dans leur rapport au monde. Et donc voilà, les oligarques, c'est un peu ça. Mais après, il y a une vision plus ancienne. En 403 avant Jésus-Christ, les oligarques prennent le pouvoir à Athènes, renversent la démocratie athénienne et prennent le pouvoir pendant un petit nombre d'années. Donc il y a quand même cette idée aussi que l'oligarchie s'est construite historiquement contre la démocratie. Et c'est l'un des enjeux du moment qu'on vit. C'est de dire que ces gens-là ont le droit d'être riches. Moi, qui suis-je pour dire que quelqu'un n'a pas le droit d'être riche? Voilà, je suis pas du tout un révolutionnaire qui considère que l'argent doit être pris aux riches pour donner aux pauvres. Peut-être, mais ce n'est pas l'enjeu du sujet et l'enjeu du livre, pas du tout. Mais c'est de dire attention parce que ces oligarques portent aussi des valeurs. Ils n'ont pas que de l'argent, que des valeurs financières. Ils portent aussi des valeurs morales. Et ces valeurs morales sont dangereuses pour un idéal démocratique que j'espère nous sommes encore une majorité à partager. On va parler plus tard de pourquoi on donne autant d'attention justement aux oligarques. Là, on va parler des Américains, mais il y a ensuite des Français. En 2010, tu écris un livre qui s'appelle « Faut-il souhaiter le déclin de l'Amérique ?» Donc je te repose la question. C'est un livre que j'avais écrit, c'est un de mes tout premiers livres que j'avais signé tout seul. J'avais fait des trucs collectifs, mais tout seul. Et l'idée, c'était, souvenez-vous, t'étais beaucoup trop jeune, mais en 2008, il y a la crise financière terrible, Goldman Sachs, Lehman Brothers, les subprimes, etc. Et dans la foulée, il y a une idée déjà de l'Amérique et un problème, puisque la crise était née aux États-Unis et elle avait essaimé par les interdépendances dans le monde entier. Et donc, beaucoup se disaient, est-ce que le problème, c'est pas l'Amérique en fait? Est-ce qu'il ne faut pas sortir de la mondialisation et d'une mondialisation américaine? Et donc, j'avais écrit le livre et la réponse, moi, je ne donnais pas de réponse normative, faut-il, il y a un côté moral. Mais la réponse que je posais, c'était en fait, la question ne se pose pas parce qu'aujourd'hui, personne n'a intérêt au déclin de l'Amérique. Parce que le déclin de l'Amérique, ça voulait dire, notamment pour les Chinois, le déclin de la Chine, parce que les Chinois ont des milliers de milliards de dollars en réserve de change. Si le dollar s'effondre, c'est toutes leurs économies et leurs décennies de labeur qui s'effondrent. Donc il y avait trop d'interdépendance. Il y a un économiste qui s'appelle André Grebin qui parlait de l'équilibre des déséquilibres. Il y avait des déficits, mais les déficits fait que si tu me dois vachement d'argent, bah moi, je n'ai pas intérêt à ce que tu fasses faillite. Ouais. Tu vois, c'est ça le rapport. Bon, tu me dois vachement d'argent, je suis la Chine, tu es les États-Unis, mais malheureusement, si tu as besoin de sous, je t'en reprêterai un peu parce que j'ai aucun intérêt à ce que tu t'effondres. Et c'était un jeu un peu comme ça, comme dans un western. Personne n'a intérêt à ce que l'autre s'effondre ou cligne de l'œil, tu vois. Et donc, c'était un peu ça l'idée du livre. Aujourd'hui, c'est moins vrai. C'est moins vrai parce que les Chinois se souviennent de ça, ils n'ont pas lu mon livre, mais il y a 15 ans, les Chinois étaient dans cette situation-là, ils se sont dit, quand même, ça craint d'être dans la main des Américains, et ils ont commencé à ce qu'on appelle se dédollariser, à vendre de plus en plus leurs bons du Trésor américain, à essayer de sortir du dollar au maximum. Et donc, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Ça reste encore vrai. Aujourd'hui, tout le monde regarde les États-Unis avec crainte que l'Amérique s'effondre. Trump vient de faire passer sa grande loi budgétaire qui fait que la dette va s'envoler aux États-Unis.
Mais lui, il s'en fout d'une certaine manière parce que la dette, il va la financer comment ? Il va appuyer sur un bouton, il va faire des bons du trésor, donc des prêts, il va des obligations, et le reste du monde va les acheter parce que personne n'a encore intérêt à ce que le dollar s'effondre, parce qu'on a tous plein de dollars dans nos caisses. Et pourquoi on a plein de dollars dans nos caisses ? Parce que, notamment, le pétrole est libellé en dollars. Tu vois, donc tout ça est lié, j'espère que c'est pas trop compliqué, mais tout se tient, tout est lié. Et pour répondre à ta question, c'était vrai il y a 15 ans, c'est encore un peu vrai aujourd'hui, personne n'a vraiment intérêt au déclin de l'Amérique. On peut s'amuser de l'Amérique qui chute, qui a des difficultés, etc. On peut se marrer, et on va peut-être en parler, des tensions entre Musk et Trump, mais on sait tous, pas moi, pas toi, mais les économistes et les économies ont tous intérêt, malheureusement peut-être, mais c'est comme ça, le monde est réel, à ce que l'Amérique ne s'effondre pas, parce que si elle s'effondre, le dollar s'effondre avec, et là, c'est l'ensemble du mécano qui s'effondre. À l'époque, en 2010, donc 2008, la crise des subprimes, les oligarques, ou en tout cas les grosses puissances américaines, c'est les puissances bancaires, les grosses banques en fait, qui font faillite et qui mènent au déclin de l'Amérique, justement. Aujourd'hui, les oligarques, et c'est les personnes que tu as choisies pour ton livre, sauf J.D. Vance et Peter Thiel, mais en tout cas, les oligarques Jeff Bezos, Musk et Zuckerberg, c'est des gens de la tech. Est-ce qu'on ne craint pas une explosion, une implosion peut-être même de ces géants de la tech qui mènerait au déclin de l'Amérique ? Et surtout, en quoi c'est un danger que ce soit des géants de la tech qui sont les oligarques d'aujourd'hui ? Alors déjà parce qu'ils en savent plus sur toi que moi j'en sais sur toi alors qu'on discute ensemble directement. Donc déjà ça, tu peux te dire, est-ce que j'ai envie que ces gens-là sachent ce qu'est ma vie privée ? Ensuite, le deuxième élément de danger, enfin pas de danger mais de compréhension, c'est que c'est des types qui ont fait fortune hors de tous les cadres que tu peux imaginer. Certes, ils sont diplômés de grandes universités pour certains, mais surtout, c'est des types qui ont créé leur activité, qui ont souvent, c'est l'imagerie un peu du garage, le mec qui dans son garage crée une application, un truc comme ça. Donc c'est des gens qui sont hors d'un système un peu balisé. Giuliano d'Empoli a publié un livre génial, c'est L'heure des prédateurs, et il dit, ces gens-là sont un peu des prédateurs parce qu'ils sont nés hors du cadre habituel. Les banquiers que tu évoques, des années 80, 90, 2000, ces gens-là avaient tous fait des grandes universités, des grandes écoles, et n'avaient pas intérêt à ce que le système s'effondre. Ils en étaient eux-mêmes l'expression. Eux sont nés d'un autre système. Et ils considèrent même que le système précédent ne les aurait pas permis d'émerger. Et donc ils considèrent que moins de régulation, moins de règles, etc., permettra à des gens comme eux, plus intelligents, plus puissants, géniaux, de pouvoir enfin transformer ce qu'ils ont dans la tête en puissance économique, politique, tout ce que tu veux. Donc ils sont dans un autre rapport au monde complètement. C'est en ça, pour répondre à ta question, qu'ils sont aussi dangereux. Dangereux, c'est presque un jugement de valeur de ma part, mais en tout cas qu'ils sont disruptifs, qu'ils sont révolutionnaires, parce que les types se disent, tout ce qu'il y avait avant nous, de toute façon, on a réussi malgré ce qu'il y avait avant nous. Tu vois, les mecs des années 2000 disaient, j'ai réussi grâce à ce qu'il y a avant moi. Les études, l'université, eux ont réussi malgré toutes les entraves qu'il y avait avant nous. Donc si je veux que les générations futures suivent mon modèle, parce qu'ils sont quand même tellement égocentriques qu'ils pensent qu'ils sont l'avenir, ils sont l'humanité à venir, ben il faut faire sauter toutes les entraves qui auraient pu les empêcher de devenir ce qu'ils sont devenus. Tu vois, donc ils sont vraiment dans un truc de destruction de table rase du passé pour inventer un nouveau monde de demain. Ce n'est pas les premiers dans ce cas-là, mais eux, ils l'ont vraiment théorisé, thématisé, et ils sont plusieurs à avoir une ambition. Et surtout, c'est l'ambition, moi je peux avoir l'ambition d'aller sur Mars, et toi peut-être aussi, mais si tu as l'ambition sans les moyens, ça ne sert à rien. Si tu as les moyens sans l'ambition, ça ne sert à rien. Eux, ils ont l'ambition et les moyens. C'est en ça qu'ils sont éminemment dangereux, mais j'oublie pas ce que je t'ai dit au début, ils sont aussi dangereux parce qu'ils en savent tellement sur nous qu'ils peuvent aussi largement manipuler ce qu'on a dans la tête, manipuler ce qu'on vote, donc ils sont quand même en capacité réelle, c'est les moyens que j'évoquais, c'est pas que l'argent, ils sont en capacité presque technologique de dessiner le monde qu'ils désirent. Je sais que tu as une fascination pour Giuliano d'Empoli. Souvent, tu le cites dans plein d'émissions, tu en parles. J'ai évidemment lu son livre et j'ai souhaité l'inviter. D'ailleurs, c'est peut-être qu'il va faire le podcast. Qu'est-ce qui te fascine, tout comme lui, qu'est-ce qui te fascine chez ces personnalités-là ? Ce qui est fascinant, d'abord, c'est leur réussite. Il y a quelque chose, quand même, on ne va pas se mentir. On est tous aussi fascinés par ça. Quand vous avez un mec qui a 300 milliards de dollars, c'est 9 0 pour 1 milliard, c'est 9 zéros après le 1 milliard. 300, il y en a 9, 10, 11, quoi. Donc c'est quand même, c'est des sommes. Déjà, ça, c'est assez fascinant. Ça ne veut pas dire que
j'aimerais avoir cet argent et que je suis fasciné dans un sens positif. Déjà, je trouve que c'est hallucinant. Comment est-ce qu'on arrive à accumuler autant, à réussir autant? Après, ce qui me fascine chez eux, c'est leur vision, c'est leur capacité à imaginer un monde qui n'existe pas encore, à la fois dans leur histoire. Tu vois, franchement, quand Zuckerberg invente Facebook, le mec invente la notion même de réseau social. Tu vois, c'est quand même une intelligence supérieure. Elle n'est peut-être pas mise à bon escient, mais on peut reconnaître cette forme d'intelligence qui est de dire, il n'y avait rien, je propose qu'il y ait quelque chose, je mets toute mon énergie et mon intelligence pour que ça existe, et puis tout à coup, il y a 1 milliard d'êtres humains qui suivent ça. C'est quand même assez démentiel. Il y a un côté presque démiurge, Dieu, quoi. Ouais. Il y a ce truc-là qui est passionnant, qui est fascinant. Puis après, il y a aussi leur capacité, et là c'est plus flippant, à envisager le monde de demain. Souvent, ils sont un peu, ils sont dans quasiment un dépassement de l'être humain. En fait, c'est des types qui ne supportent pas, et peut-être que ça, alors je ne suis pas psy, hein, mais peut-être que dans leur enfance, c'est des gamins qui ont manqué de cadre d'autorité, parce qu'ils veulent tout. Ils veulent tout, tout le temps, sûr. Toujours, et ils ne supportent pas la moindre contrainte. Mais c'est frappant, hein. Et donc, les contraintes physiques, par exemple, la mort, c'est des gens qui pensent que la vie peut être éternelle. La maladie, on peut avaler, selon eux, c'était le projet de Bill Gates à un moment donné, avaler une pilule qui scanne ton corps en permanence pour t'empêcher d'être malade. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que toute limite est insupportable. Et d'ailleurs, peut-être on va évoquer quelques cas, mais Musk, comment Musk bascule dans le camp un peu des barjots oligarques, c'est pendant le Covid, parce qu'il ne supporte pas qu'on l'entrave, qu'on l'empêche de sortir. Tu vois, c'est un truc, il y a plein de gens qui ont été agacés par le Covid, par le confinement, qui ont trouvé que c'était liberticide, etc. Mais lui, il en trouve un système. Il dit, c'est insupportable. Et après, il tire le fil, parce que c'est des gens qui ont une intelligence supérieure quand même, souvent des QI très supérieurs, et donc ils font des liens entre tous les éléments. Et les types tirent un fil, et après, c'est des fils souvent de folie, hein, mais ils y voient un état profond qui empêche, avec des logiques, des complots, etc. Et souvent, pas tous, c'est pas le cas de tous les oligarques, mais certains, notamment Musk, s'enferment dans des logiques. Alors, ça peut être ton oncle qui est un peu relou, qui te raconte des théories complotistes. Quand le mec a 300 milliards de dollars, un réseau social, la capacité d'entrer dans ta tête, de faire gagner une élection à un président américain, tout à coup, c'est pas ton tonton qui a picolé un peu et qui a mangé trop de clafoutis en fin d'après-midi. C'est un mec qui peut vraiment le faire. D'où la question que j'évoquais tout à l'heure des moyens et des ambitions, tu vois. Même si il est certainement beaucoup plus puissant que mon oncle. L'immortalité, on le voit un peu avec cette figure de Brian Johnson, par exemple, qui fait des dialyses où il échange le sang de son fils de 18 ans avec le sien. Et bon, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais en tout cas, sur les images Instagram qu'il publie sur les réseaux sociaux en général, bon, il devient de plus en plus jeune. Donc oui, cette recherche d'immortalité, c'est clair. Dans le livre, tous les oligarques que tu évoques, tu places un qualificatif à chaque fois à côté d'eux. Notamment, Donald Trump, ça va être la marionnette. Zuckerberg, le nouveau converti. Jeff Bezos, l'évangéliste. Elon Musk, le messie. J.D. Vance, le cavalier de l'apocalypse. Et Peter Thiel, le prophète. On va parler de Trump. Il est la marionnette de quoi, de qui? Alors, c'est la marionnette, mais est-ce qu'il est la marionnette ou est-ce qu'il est le marionnettiste, en fait? C'est la grande question de ces oligarques. C'est-à-dire que quand il les met au premier rang, on se dit, mais qui a le pouvoir, là? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est eux? Qui a fait Donald Trump? Et ça interroge profondément ce qu'est Donald Trump, ce qu'est son pouvoir, ce qu'est son ambition. Si c'est une ambition d'autres dont il ne serait que l'objet, l'outil, la marionnette, ou est-ce qu'il serait le marionnettiste assez génial, en capacité de jouer de leur puissance, d'en tirer profit, et comme on l'a vu avec Musk, de les dégager quand il le désire. Maintenant que Musk a été dégagé, on peut se dire, tiens, il n'est pas tant la marionnette que cela de ces gens-là. Ce qui est sûr, c'est que le point commun entre tous ces oligarques, même si Peter Thiel est un peu différent, c'est qu'ils ont tous une peur bleue, qui est que leur entreprise soit démantelée. C'est quand même... Eh oui, parce qu'aux États-Unis, depuis la fin du 19e siècle, il y a des lois antitrust. Or, je suis désolé, Meta, c'est un trust. Ouais. Je suis désolé. En quoi? En trust, c'est un trust parce qu'il n'y a pas de concurrent. Tu connais un concurrent, toi, à Facebook et Instagram, du même niveau? Ah ben non, il n'y en a pas. Tu connais un concurrent à Amazon? Ah non, il n'y en a pas. Donc, en fait, officiellement, légalement, Donald Trump et l'administration américaine devraient casser ces groupes. Tu sais, en début du XXe siècle, il y avait la Standard Oil. C'était une immense entreprise pétrolière de Rockefeller. Que fait Theodore Roosevelt?
il la casse. Au début des années 80, AT&T, groupe de télécommunications énorme aux États-Unis, que fait Ronald Reagan? Il le casse. 2 présidents républicains. Parce que les républicains priment la libre concurrence, tu vois, il n'y a pas de concurrence. Le consommateur américain, toi ou moi d'ailleurs, parce que même Meta, c'est pour nous aussi, si je veux un concurrent à Instagram, ça va être difficile. Donc je suis tenu d'aller à Instagram si j'ai envie de partager des photos, etc., d'aller sur ce réseau. Il n'y a pas de concurrent. Or, l'idée libérale, c'est que la libre concurrence, elle est bonne, bénéfique pour le consommateur. Et donc, ils ont une trouille de ça. Et Donald Trump a plusieurs fois dit, Amazon, quand Bezos était très démocrate et très favorable aux démocrates et à Biden, il a dit, méfiez-vous, quoi. Ouais. Et donc, ils sont aussi là par intérêt économique. Et pour répondre à ta question, donc là, ça tendrait plutôt... Le marionnettiste, en tout cas, c'est plutôt celui qui a le pouvoir, en fait, ce serait plutôt Donald Trump. Mais tu vois, un cas comme Musk, c'est un peu plus compliqué, parce que Musk, il a apporté beaucoup d'argent à Donald Trump pendant la campagne, il l'a ramené sur Twitter, donc il lui a donné une caisse de résonance majeure, donc il a eu besoin de lui, c'était un besoin réciproque. Mais en même temps, Musk, il a besoin des commandes d'État pour ses fusées, pour ses voitures électriques, il a besoin des subventions publiques. Donc en fait, ils se tiennent tous, ces gens-là, ils se tiennent tous, avec un objectif quand même commun. C'est là que c'est intéressant. Leur objectif commun, c'est quand même de démanteler l'État-providence. Ça, c'est sûr. Tu vois, la grande loi budgétaire, là, c'est quand même une baisse d'impôts pour les plus riches, et les 10 à 15 millions d'Américains qui vont perdre leur assurance santé. Hein. Parce qu'ils trouvent que c'est scandaleux que des gens qui ne bossent pas, qui sont moins intelligents, qui sont moins riches, bénéficient des largesses de l'État. Il n'y a pas de raison. Parce que ça nuit à la liberté individuelle, ça nuit à l'initiative, etc. Ça les endort. C'est un truc de Reagan déjà, mais c'est encore plus puissant aujourd'hui. Donc ils ont une idéologie commune. Donc marionnette, c'est difficile à dire. Ce qui est vrai, c'est que tout le monde se tient dans ce jeu-là, en fonction des intérêts des uns des autres. Là, c'est du spectacle avec Musk et Trump. Je vais le renvoyer chez lui, on n'en sait rien, on verra plus tard. En tout cas, voilà comment ça se joue. C'est des équilibres. C'est des équilibres assez complexes. Je n'ai pas cité Peter Thiel parce que lui, il est vraiment très particulier. Peter Thiel, il est moins riche que les autres, beaucoup moins riche que les autres, beaucoup plus idéologue que les autres. Et je crois que c'est lui qui a vraiment poussé à ce que J.D. Vance soit le vice-président. J.D. Vance, il faut savoir, les gens qui nous écoutent ou nous regardent doivent savoir que J.D. Vance, le vice-président, c'est celui qui a insulté Zelensky dans le bureau ovale, on s'en souvient. Ce mec-là disait de Trump, peu de temps avant l'élection, c'est le Hitler américain. Donc pour que Trump l'ait choisi, c'est qu'il a fallu qu'il y ait un intérêt, et pas uniquement électoral. Oui, il lui a apporté l'école bleue, oui, il lui a apporté l'Ohio, le peuple américain de base, mais il y avait aussi un projet idéologique qui est porté par Peter Thiel. Peter Thiel, qui a rencontré Vance quand il était jeune, à l'université, il lui a fait une conférence, et là Vance s'est dit, ce mec est génial, il lui a donné du boulot, il l'a rendu riche dans la Silicon Valley, et aujourd'hui il l'a amené au pouvoir, c'est pas par hasard. Peter Thiel, qui est donc un oligarque, un milliardaire américain, qui fait fortune dans quoi ? Il fait fortune de PayPal, c'est le fondateur de PayPal, voilà, c'est un des premiers, et c'est un des premiers investisseurs de Facebook. Donc il a pris un fric, je te raconte pas quand. Exactement. Voilà, et il est à la tête de Palantir. C'est une boîte qui fait de la reconnaissance faciale notamment. Et tu sais, quand en Californie, il y a la chasse aux migrants, on se sert de quoi ? Wow. De ces outils-là. Donc tu vois, les outils technologiques servent aussi à ça aujourd'hui. Peter Thiel, ouvertement homosexuel. Oui. Donc on pourrait croire qu'il peut se rapprocher d'une forme de gauche ou de socialisme ou de voilà, alors que Nenni, il est complètement dans l'équipe de Trump, dans l'équipe de Trump. Où d'ailleurs, il a financé beaucoup sa campagne, etc. Juste je coupe, mais j'ai envie de dire tant mieux. Enfin tant mieux. N'essentialisons pas les homosexuels. Bien sûr. Non, il est homo, ça ne veut pas dire qu'il est de gauche. Hein. Roy Cohn, celui qui a fait Donald Trump. L'avocat Donald Trump, l'avocat du diable, comme on l'appelait, je ne sais pas si vous avez The Apprentice, le film. Ouais, bien sûr. Roy Cohn, il était homosexuel et il avait des discours homophobes horribles. Peter Thiel est homosexuel, il a fait son coming out très tôt. Enfin, il a été d'ailleurs outé. Il a fait son coming out ensuite. Il a été le premier à soutenir Trump en 2016. Ça n'empêche qu'il est l'un des plus durs idéologues du camp Trumpiste aujourd'hui. C'est quoi ton analyse du clash Trump-Musk ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'ils s'appellent en fait et ils s'envoient des messages et ils se voient en loose day ? Est-ce que c'est du spectacle ? Tu viens de le dire. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en sais rien. Moi, je sais que Trump adore mettre en scène des antagonismes. Regarde, même en relations internationales. Il peut insulter Vladimir Poutine. Je pense qu'il se moque de moi. Tu sais, il avait fait des tweets comme ça ou son réseau social ami. Ou plus récemment, quand il dit de Netanyahou, exactement. Je ne suis pas content de ce comportement. J'allais le dire.
Mais dans les faits, que dalle. Ouais. Il arrête même de livrer des armes à l'Ukraine et il n'a jamais dit à Netanyahou d'arrêter quoi que ce soit. Donc, est-ce que c'est la même chose avec Musk ? À savoir, tiens, peut-être que je peux me refaire un peu la cerise, tu vois, de l'opinion, en montrant que je ne me laisse pas faire avec Musk, avec Netanyahou, avec Poutine, parce qu'on commence à me trouver un peu trop faible avec eux. Mais en loose day, tu as raison, on s'envoie des SMS en disant « je vais faire ça, mais rassure, hein, t'inquiète, hein, je te laisserai continuer à bombarder Gaza, t'inquiète, je te laisserai défoncer les Ukrainiens, t'inquiète, tu auras encore des subventions pour les véhicules électriques », c'est possible. C'est possible parce que Donald Trump a un truc très puissant, c'est qu'il a compris comment marchent les médias. Il sait parfaitement, c'est le truc de Steve Bannon, hein, inondé de merde. Quoi. C'est inondé, ils en parleront toujours. Et c'est vrai, on parle de Trump matin, midi et soir. Et en effet, ça fait partie des épisodes, l'épisode de la brouille, et puis nous on fait des plateaux. Est-ce que vraiment il s'est fâché avec avec Netanyahou, tu vois ? On essaie d'analyser. Bon, essaie de pas trop le faire parce que tu sens bien que tu es un peu piégé là-dedans, quoi. Et surtout, franchement, personne n'en saura jamais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Tant qu'il n'aura pas concrètement fait quelque chose au-delà de sa rhétorique, pour moi, ça sera de l'écume. Donc là, avec Musk, c'est un peu la même chose. Il peut dire ce qu'il veut. Je ne serais pas surpris qu'en effet, il s'envoie des SMS en loose day. Je suis d'accord que, en fait, Trump canalise notre temps d'attention. Complètement. On l'a vu pendant la campagne américaine. Moi, j'avais fait d'ailleurs une petite étude sur les podcasts auxquels il avait participé. Ouais. Il a participé à une vingtaine de podcasts, cumulant, je crois, 300 millions de vues au cumulé, etc. Carrément. Contre Kamala Harris, qui avait fait 3-4 podcasts, dont 2 féministes. Donc, effectivement, avec des audiences plus faibles et avaient cumulé une dizaine de millions. Bon, ça a joué beaucoup le temps d'attention qu'ils avaient capitalisé les deux. Est-ce que Trump, c'est que de la com ? Non, c'est pas que de la com. C'est pas que de la com parce que la com est un... Alors c'est intéressant la com chez Trump parce que la com, c'est à la fois un moyen pour lui et aussi sa raison d'être. C'est-à-dire que... Et là, on arrive dans l'idéologie et pas de la com. Il est arrivé au pouvoir en disant « je vais rendre la parole à ceux qui ne l'ont plus ». Le petit peuple blanc, entre guillemets, tu vois. Les vaincus de la mondialisation, vous les oubliez, la majorité silencieuse. Et donc quand tu dis « je vais être votre porte-parole », c'est donc déjà que tu dis que la com n'est pas que de la com. La com, c'est aussi un projet politique. Redonner de la parole à ceux qui n'en avaient pas. Donc déjà, premier élément, c'est pas que de la com pour ça, parce que c'est aussi en ça un élément politique. Ensuite, c'est pas que de la com parce que il y a derrière un vrai projet politique. Le projet politique, il l'a depuis toujours. Hein. C'est qui repose sur un constat, qui est que l'Amérique est humiliée. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ? J'en sais rien. Mais lui, il considère que l'Amérique est humiliée par les Japonais dans les années 80. D'ailleurs, parenthèse, parce que j'adore en parler, je suis sûr que les gens qui nous regardent, beaucoup en tout cas, et peut-être c'est ton cas, aiment Retour vers le futur. Ouais. Pas tant que ça. Pas une grande fan, mais bon, vas-y. Dans Retour vers le futur, que moi j'adore, de Robert Zemeckis, qui est un cinéaste génial. Dans Retour vers le futur, le deuxième date des années 80. Et tu sais, le premier, c'est ils vont dans le passé, dans les années 50. Et dans le deuxième, ils vont dans l'avenir. 2015, je crois. Ou 2013. Et quand ils vont dans l'avenir, ils se retrouvent dans un monde où le Marty McFly du futur est un Américain toujours, mais dont le patron est japonais. Il est viré par son patron japonais. Tu sais, il reçoit des patrons, you're fired, de partout. Il est viré par son patron japonais. C'est intéressant parce que ça raconte que dans les années 80, l'obsession de l'Amérique et la crainte absolue, c'était que le Japon, on l'a oublié aujourd'hui, que le Japon vienne bouffer l'Amérique. Et Trump, dans les années 80, porte ce discours. Donc tu vois, la culture populaire, il avait compris ça. Et d'ailleurs, Trump il est quasiment un personnage de Retour vers le futur parce que le personnage Biff Tannen, on dirait Trump dans le 2, dans sa tour, c'est vraiment ça. Donc il y avait un truc vraiment intéressant entre la culture pop et la culture politique. Et Trump avait compris dans les années 80 que le Japon, il y avait un côté inquiétude. Les Américains ont toujours eu peur du déclin, toujours. Et dans les années 80, c'était la peur d'être bouffé par le Japon. Et Trump le disait, on est en train d'être humilié par les Japonais, on n'a que des losers au pouvoir, on ne sait plus faire de fric, on ne sait plus, il y a trop d'entraves, il y a trop de blocages, tu vois, tous ces trucs-là de régulation. Aujourd'hui, c'est la Chine. Même chose. Ou l'Europe. Ils nous humilient. C'est la même histoire. Donc il y a un point commun, un continuum sur 30 ans d'histoire. Donc c'est en ça que c'est pas que de la com. Ou alors vraiment, le mec, il fait de la com depuis 30 ans, mais peut-être. Mais il y a aussi un vieux fond idéologique qui est de dire, on est humilié. Et puis l'autre projet idéologique, c'est quand même de faire sauter toutes les entraves, libertarien,
la liberté totale, parce que sinon, s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'Amérique. L'idée qu'il y a des entraves qui empêchent les talents d'exprimer leur plein potentiel. Et chez Trump et chez les autres, il y a quand même l'idée, on en parlait tout à l'heure du QI, l'intelligence, etc. Il faut libérer les talents. Et si tu n'as pas le talent, dommage pour toi, tant pis pour toi. Tu es presque renvoyé à la frontière. C'est pas ça, mais c'est presque ça. On est une nation extraordinaire. C'est l'exceptionnalisme américain, c'est quand même un truc, personne n'irait ça en France. Sauf l'extrême droite, mais un type qui arrive à voir la droite de l'extrême droite. Même l'extrême droite ne le dit pas aujourd'hui, mais c'est Reconquête qui dirait il y a l'exceptionnalisme français. Aux États-Unis, tout le monde dit ça. J'allais te parler justement, j'allais rebondir sur ça. Je regardais encore une interview de Sarah Knafo hier, donc, numéro 2 de Reconquête, qui est députée d'ailleurs européenne, et qui parlait justement que le peuple français, en tout cas le vrai peuple français, se réveille, est en train de se réveiller. Et qu'est-ce que c'est que le vrai peuple français? C'est le peuple français à qui elle parle, à savoir une partie de la population évidemment, qui n'est pas tout le monde, mais c'est ça, c'est toujours cette espèce d'exceptionnalité d'une partie de la population. Et avec l'idée commune aux deux d'ailleurs, à cette partie de la politique française et aux États-Unis chez Trump, de lui redonner sa grandeur. Tu vois, Make America Great Again, Make Friends Great Again, c'est un peu la même idée, avec un passé mythifié. Pour l'anecdote, en 2016, j'étais à Washington pour l'investiture de Trump, et je demandais aux Américains avec leur casquette MAGA, Make America Great Again. Je dis, mais c'était quand Great? Ouais. Tu sais, rendre l'Amérique sa grande. Mais quand est-ce qu'elle était grande en fait? Et il y avait 1000 réponses différentes. C'est intéressant parce que ça veut dire en fait, ça ne veut rien dire. C'est un truc nostalgique. Et c'est une Amérique très nostalgique, souvent d'une Amérique qui n'a jamais existé, ou si on grattait un peu, d'une Amérique peut-être esclavagiste, ou en tout cas ségrégationniste, ou en tout cas, je ne sais pas quand, mais en tout cas, c'était pas clair du tout. Mais pour eux, c'était mieux avant. Tu vois, ce truc, c'était mieux avant. Mais quand? C'était quand avant? Tu as 1000 réponses, ça veut dire donc qu'il n'y a pas de réponse stricte. Et Trump ne pourrait pas le dire. C'était quand? Avant. Avant Obama? Avant quand? Ou bien avant? On ne sait pas. Et donc c'est intéressant parce que ça raconte un peu ça. Et donc il y a le projet de Trump dont tu me parles et tu me demandes, c'est un peu ça. C'est un truc un peu incompréhensible d'un retour d'une Amérique qui n'a jamais vraiment existé, de sa grandeur, qui ne serait pas humiliée, sans normes, sans règles, ça c'est très important, et avec une espèce de destruction de l'État-providence. Et puis, c'est ajouté récemment un des penseurs qui n'est pas un oligarque, donc qui n'est pas en couverture sur le livre, mais qui est dans le livre, c'est Curtis Yarvin. Je ne sais pas si tu connais. Curtis Yarvin, c'est un intellectuel américain, podcasteur aussi, tiens, et qui parle beaucoup à Peter Thiel, à J.D. Vance. Et Curtis Yarvin dit « Il faut détruire la cathédrale ». Ce qu'ils appellent la cathédrale, ces gens-là, c'est les élites. Et ça, c'est un point commun avec l'extrême droite française. Les élites. Les élites, c'est quoi? C'est l'université, le savoir, les journalistes. C'est ça, les élites. C'est ça, la cathédrale. Et ces gens-là disent, il ne faut pas détruire la cathédrale, il faut la remplacer. Donc, il faut faire émerger une nouvelle élite. Donc, ils ne sont pas purement révolutionnaires, on détruit tout. D'ailleurs, Curtis Yarvin, il dit dans une interview, il dit, franchement, les mecs du Capitole, le 6 janvier, là, qui rentrent dans le Capitole pour faire des selfies, ou se marrer, etc., c'est des blaireaux. Des enfants de cœur, quoi. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut entrer dans le Capitole et prendre le pouvoir. Tu vois, c'est beaucoup plus puissant que ça. Et la guerre de Trump contre Harvard, c'est cette histoire-là. La guerre de Trump contre les médias, cette histoire-là. Il faut des médias à nous. D'où les Joe Rogan et les podcasteurs que tu as écoutés pour la campagne de Trump. Il faut nos universités à nous. Donc c'est vrai, et nos programmes dans les universités à nous. Donc tu vois, c'est pas on détruit tout, c'est on remplace. C'est très intéressant. Et il a une formule, enfin il a un courant de pensée, Curtis Yarvin, et ce qui nourrit aujourd'hui le Trumpisme, c'est il y a eu les lumières, et nous défendons les lumières sombres. Dark Alignment. Tu vois, c'est un peu flippant, mais c'est presque apocalyptique. Il y a presque une mission même messianique. Complètement. Tu cites... C'est pour ça que je cite... D'ailleurs, t'as dit les intitulés des chapitres, c'est que des noms religieux, en fait, c'est volontaire. Bien sûr. Tu vois. Musk a beaucoup ce truc-là de il faut aller sur Mars parce que notre civilisation est tellement évoluée qu'on peut coloniser d'autres planètes et asservir la nature jusqu'à la nature, extra-nature. Est-ce que Mars fait partie de la nature? On ne sait pas trop, mais en tout cas, voilà. Et tu citais aussi Rockefeller qui, lui, parle du fait que Dieu lui a fait un don, c'est l'argent, et il doit en faire quelque chose. Ça, c'était les oligarques du XXe siècle. Hein. Dans une mission presque messianique. Je dois utiliser ce don de Dieu pour faire du bien à l'humanité avec mon argent et en gagner de plus en plus. C'est ce point commun-là.
bon, évidemment, leur point commun à tous, c'est l'argent, la recherche de l'argent. Moi, j'ai une petite théorie personnelle, c'est que Trump pèse à peu près 10 milliards, enfin 8 milliards ou 7 milliards. Et je pense qu'à la fin de son deuxième mandat, à mon avis, il aura fait peut-être fois 50. C'est le but. Hein. Là, avec t'as raison. les discussions. Il paraît qu'il gagne 1 milliard par mois. Oui, non, mais en tant que président. Exactement. Mais il ne perçoit aucun salaire de la part de l'État et de l'appareil étatique. En revanche, son entreprise, Trump, touche ce genre de somme. Et surtout, dans tout ce qu'on a vu avec les échanges entre Zelensky et lui, il l'humilie dans le bureau ovale. Ensuite, ils se font une espèce de date. C'était où déjà cette date? C'était au Vatican. Voilà, exactement. Et en fait, il lui fait essayer de signer des espèces de contrats pour qu'il ait 50% des terres d'Ukraine. Ouais. Donc en fait, l'Amérique, c'est une entreprise et Trump, c'est le PDG de l'Amérique en réalité. Ouais. Je suis d'accord avec ça. En quoi et à quoi sert Elon Musk à Donald Trump? Alors, juste dans ce que tu m'as dit, j'ai envie quand même de te raconter un truc. Parce que tu dis, oui, Mars, l'évolution, etc. C'est des gens qui, et c'est dans le rapport à Dieu, sont anti-darwinistes. C'est le darwinisme, c'est l'évolution des espèces. En fonction du contexte, on évolue. Et le darwinisme fait que souvent les plus adaptés, pas les plus forts, mais les plus adaptés aux nouvelles contraintes, survivent. Et puis l'évolution de l'espèce se fait comme ça. Tu vois. Bon, voilà. Les futurs hommes seront différents de nous parce qu'ils auront réussi à vivre dans la chaleur, etc., par exemple. Bon. Eux considèrent que c'est fini. L'homme ne peut plus progresser. Okay. C'est hyper intéressant. L'homme est arrivé au bout de ses logiques. Et donc il faut maintenant l'aider par la technologie à l'augmenter. C'est quand même fascinant. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus. En fait, c'est des gens qui n'ont pas confiance en l'homme. Ouais. Pas confiance en l'être humain. Ils considèrent que c'est fini. On est arrivé au bout de l'intelligence humaine. Et donc, il faut de l'IA, tu vois, un deuxième cerveau. Il faut aller sur... La planète, elle est détruite, de toute façon, il faut aller ailleurs. Donc, il y a l'idée de... On ne s'adaptera jamais, donc il faut s'en aller et trouver autre chose. Ouais. Et Musk, pour répondre à ta question, j'essaie de relier tout ça, c'est un peu ça. Musk, il lui offre ça. Musk, il offre cette espèce d'horizon lointain d'une nouvelle planète. Et on imagine que l'ensemble de l'humanité ne pourra pas s'installer sur Mars. Donc seulement les meilleurs, peut-être. Ouais. Tu vois, c'est presque... En fait, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression de te raconter un bouquin de science-fiction, mais aujourd'hui, c'est vrai. C'est qu'il y a des gens qui pensent, et qui ont les moyens de le faire, que la planète Terre devient inhabitable, largement d'ailleurs en raison de leur consommation de CO2 à eux, hein, les milliardaires. Et donc, il faut aller vivre ailleurs. Il faut s'éloigner. Et tout le monde ne pourra pas y aller, mais alors sur quels critères? Et c'est là que ça devient flippant, en fait. Je pense que ni toi ni moi. Hein. Ouais. Tu vois, non mais les critères, c'est quoi? C'est le QI, peut-être un QI super développé, le QI, l'argent, la loyauté, la fidélité. C'est quoi le critère? Ouais. Et c'est ça qui est flippant. Et c'est en ça que notre idéal démocratique, il est complètement affaibli, enfin même plus qu'affaibli, il n'existe plus dans cette pensée-là. Tu vois? Là, je pousse loin la logique, parce que moi, je suis très rationnel, j'imagine pas des navettes qui partent avec quelques milliers d'humains pour aller reconstituer une humanité ailleurs, avec des femmes qu'on aurait choisies parce qu'elles seraient extrêmement fertiles, par exemple. Tu vois, on peut imaginer un film de science-fiction comme ça, hein. Mais ces mecs-là ont ça en tête. Je sais pas combien d'enfants a Elon Musk. Tu vois, mais il y a quand même cette idée-là de, quand on est intelligent et qu'on est riche, on fait plein d'enfants, parce que si on laisse les pauvres faire plein d'enfants, l'humanité court à sa perte. On est peut-être en train de... C'est un peu flippant. Non, c'est complètement flippant. Et là, il y a des boîtes technologiques qui travaillent sur créer des ventres, en fait, des ventres artificiels pour développer des cellules qui deviendront un jour des enfants, mais en tout cas des ventres artificiels donc parfaits, dans le calme, qui n'auront subi aucun stress d'une vie humaine, etc. Donc on est presque en train de remplacer les femmes. C'est un peu en réaction aux différentes PMA qui ont évolué dans le monde et que les femmes peuvent effectivement faire des enfants seuls, etc. Donc voilà. Et ce que tu me dis sur la fin du darwinisme, ça me rappelle un peu, du coup, je vais te citer un auteur qui est complètement à l'opposé de ces gens-là, mais qui est Yuval Harari, qui est donc l'auteur de Sapiens, 21 questions au XXIe siècle, Homo Deus, que je vous invite d'ailleurs tous à lire. Lui, il dit en fait,
c'est peut-être la fin du darwinisme, effectivement, parce que l'homme n'a plus de prédateurs. Et en fait, il est sorti de la chaîne alimentaire, donc il n'y a plus l'ours qui va venir le manger, ou le requin, ou etc. Il arrive à la fin, puisqu'il est le prédateur de tous ses prédateurs, et donc qu'il a besoin effectivement de la technologie pour avancer. Et donc ça revient aussi avec l'heure des prédateurs, Giuliano da Empoli, tout ça. Le mot prédateur est extrêmement présent aujourd'hui, et les oligarques sont les prédateurs, évidemment. En quoi Jeff Bezos, on va parler de Jeff Bezos maintenant, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, Jeff Bezos, qui a été le premier centimilliardaire humain, quoi. C'est-à-dire le premier gars à posséder 100 milliards de dollars de fortune personnelle. Aujourd'hui, ça c'était en 2010, aujourd'hui Musk possède 300 milliards de fortune personnelle. Donc en fait... Alors c'est 300 milliards, mais il les a pas dans sa poche, c'est la capitalisation de ses entreprises. C'est pour ça que les mecs perdent 20 milliards en 2 jours. C'est les actions. C'est s'ils revendaient aujourd'hui Tesla, s'ils revendaient tout ça, quoi. Pourquoi Jeff Bezos, l'évangéliste ? Alors l'évangéliste, j'avais du mal à trouver un nom pour lui, parce que pour le coup, il est moins idéologue que les autres. Il a été longtemps démocrate. Évangéliste par le livre. Tu vois, le livre, c'est les livres. L'évangile, c'est les livres. Donc c'est juste pas le livre, parce que c'est par le livre. Mais ce qui est génial, d'ailleurs, lui, avec le livre, c'est que, et on raconte dans le bouquin, c'est que, en fait, lui, au départ, il s'en fout un peu des livres. Il veut juste, il a une idée de faire fortune avec du business, de l'e-business. Et il se dit, le livre, c'est génial, parce que c'est vrai que c'est génial, un livre. Déjà, c'est génial, mais il se dit, le livre, c'est le meilleur moyen, parce que le livre, ça se fane pas, tu vois. C'est pas pourri, c'est pas moins à la mode à un moment donné. Et c'est facile à ranger. Et c'est un objet qu'on peut vendre, qu'on peut revendre. Et dans les entrepôts, c'est facile en plus, à scanner, tu vois. C'est pas chiant, t'as pas un truc avec... tu vois, quand tu vends un truc sur Vinted, c'est relou, tu vois, parce que t'es là, tu le mets dans une... tu vois, faut que tu le plies. Le livre, c'est un truc, c'est cubique. Je sais pas comment on dit, c'est pas cubique. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a une forme, en tout cas... Parallélépipédique. Les profs de maths s'amuseront. C'est très simple, et donc voilà comment il en est arrivé là. Après, lui, au départ, il est démocrate. C'est le plus intéressant quand même, je trouve, Jeff Bezos. Il est plutôt progressiste, même s'il va tuer beaucoup de librairies par son business, mais enfin bon, il est plutôt progressiste, même s'il n'aime pas trop les syndicats dans son business, mais ça c'est autre chose. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il a tellement la pétoche que Amazon soit démantelé qu'il va vivre une bascule surprenante. Parce que, en fait, on aurait dû se rendre compte, quand le Washington Post, qu'il avait racheté pour une bouchée de pain, pour lui, par rapport à sa fortune, pour toi et moi c'est beaucoup, mais pour lui c'est rien. Quand il rachète le Washington Post, c'est un média très anti-Trump, Trump 1, même pendant Biden, anti-Trump. Et puis juste avant l'élection de 2024, pour la première fois depuis des décennies, le Washington Post n'appelle pas à voter pour quelqu'un. Aux États-Unis, les journaux appellent à voter. Édito, nous appelons à voter pour Hillary Clinton, pour Joe Biden, pour Kamala Harris, pour Donald Trump. Et là, il ne le fait pas, et on se dit, tiens, et il dit, oui, je ne le fais pas parce que de nos jours, ça ne sert à rien de le dire, ça va même être contre-productif. On se dit, tiens, c'est étrange. Et puis deux semaines après, on le voit à la photo, à l'investiture. Ouais. Donc il a basculé pour des raisons idéologiques, même si aujourd'hui il se frotte plutôt les mains, parce que son programme spatial pourrait profiter des tensions entre Musk et Trump. Voilà. Donc Blue Origin, peut-être, pourra profiter des difficultés de Musk. C'est d'ailleurs incroyable qu'ils aient cette passion extraterrestre, les deux, quoi, Musk et Bezos. Cette passion. Mais c'est comme des gamins, en fait. En fait, il y a un côté... Il y a aussi le patron de Virgin qui adore... Branson. Richard Branson. Tout à fait. Ouais. Cette volonté de dominer la planète de manière même encore plus loin que nos frontières naturelles, quoi. Et c'est des types, tous les oligarques, qui ont un pied dans le passé, un pied dans l'avenir. Leur pied dans l'avenir, souvent, comme des gamins, ils rêvent les planètes, la conquête, ailleurs, un monde plus grand. Ils ont un peu un côté un peu Dieu quand même. Donc, être le premier A, tu vois, pionnier. Le premier A. Ça, c'est leur fantasme absolu. Les Américains, ils adorent ça. La nouvelle frontière, tu vois. La Lune, et puis maintenant Mars. Je veux être le premier, sans compter qu'il y a beaucoup de fric à se faire. Donc, c'est aussi, tu vois, c'est pas que l'enfant qui rêve. Et puis, ils ont un pied dans le passé. On raconte dans le bouquin, et c'est intéressant, ils ont quasiment tous une fascination pour l'Empire romain. Tu te dis, mais putain, pourquoi l'Empire romain, tu vois ? Franchement, de l'Empire romain à la planète Mars, c'est quand même particulier. Et en fait, l'Empire romain, c'est plus idéologique que la planète Mars, même si la planète Mars, c'est intéressant idéologiquement aussi. L'idée que la Terre, elle suffit plus, qu'il faut aller ailleurs, que l'humanité, elle est morte, il faut la réinventer, c'est assez idéologique et politique aussi. Mais
leur passé historique, c'est ils ont une fascination pour. Et aux États-Unis, quand tu vas dans les bibliothèques, dans les librairies américaines, il y a plein de bouquins sur l'Empire romain, la fin de la République, etc. Parce qu'ils ont une trouille, les Américains, depuis toujours, qui est leur déclin, on en parlait tout à l'heure. Et ils regardent dans le passé comment les grands empires ont décliné, sachant qu'eux-mêmes sont un grand empire. Et dans l'Empire romain, il y a deux choses importantes pour eux. Il y a la fin de la... on est au 1er siècle avant Jésus-Christ, je fais un peu mon prof d'histoire géo, au 1er siècle avant Jésus-Christ, la République va mal. En 44 avant Jésus-Christ, Jules César se fait assassiner par des conjurés, une soixantaine de conjurés, dont Brutus. Toi aussi, mon fils, à la curie de Pompée, au Sénat. Dans la foulée, ils font ça pour protéger la République. Parce que ce jour-là, César doit être couronné roi. Retiens bien roi pour la suite, couronné roi. Okay. Et Brutus dit, moi j'adore César, c'est pas mon vrai père, mais je l'adore, mais je préfère encore plus la République. Donc je tue César pour sauver la République. Manque de bol, ça va précipiter la chute de la République, et Octave, devenu Auguste, en 27 avant Jésus-Christ, donc quelques années plus tard, va transformer la République en empire. Il y a déjà cette idée-là chez eux. C'est que la République, qui était mourante, a été sauvée, en tout cas le monde romain, pas la République, le monde romain a été sauvé par un empereur. Et beaucoup voient en Trump cet empereur. Tu vois, la marionnette. Ce mec-là qui peut sauver. Ouais. Parce que la République, tu vois, c'est vraiment les pauvres, les opiacés, l'Amérique qui décline. La République s'effondre, les migrants, etc. Tu vois, il y a l'idée d'une démocratie qui s'effondre, d'une République qui s'effondre. Et donc, ce monde peut être sauvé, cette civilisation. Pas la République, parce qu'elle est morte, mais la civilisation ne peut être sauvée que par un homme, Donald Trump, le roi. Il y a quelques jours, il y a eu aux États-Unis des défilés contre le roi Trump, de No King's Day. Ouais. On ne veut pas de roi. Jules César voulait se faire nommer roi ce jour-là. Et puis, quelques siècles plus tard, on est au 5e siècle après Jésus-Christ, 4e siècle, 5e siècle, il y a la fin de l'Empire. L'Empire s'effondre. Et là, il s'effondre pourquoi ? Notamment parce qu'il y a l'arrivée des barbares, des migrants. Et donc, si tu mets bout à bout les deux, il y a à la fois l'empereur qui sauve et les migrants qui détruisent. Et donc, tu comprends un peu aujourd'hui la focalisation délirante sur les migrants, qui est un vrai problème aux États-Unis. Il ne s'agit pas de le nier, je veux pas... On dit « Ah, le bisounours, c'est insupportable », mais faisons un peu d'histoire et allons gratter ce qu'il y a dans la tête des gens qui sont dans la tête de Trump aujourd'hui. Stephen Miller et les autres, ils ont lu ils adorent l'histoire romaine. Je trouve ça intéressant de... Voilà, je sais que je laboure l'océan en racontant ça. Non, mais pas du tout. Moi j'aime les va-et-vient historiques, oui, puisque c'est un éternel recommencement. Ouais, en tout cas, je ne sais pas si c'est un éternel recommencement, mais en tout cas, c'est des références pour les gens qui gouvernent. C'est des références pour les gens qui gouvernent. Moi, je dis toujours que les journalistes, notamment politiques, devraient faire plus d'histoire, parce que les politiques ne cessent de mobiliser l'histoire. Et si on laisse passer les références, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, de ce que ça implique. Et c'est en ça que c'est intéressant d'aller écouter les discours de ces gens-là. Et pourquoi Zuckerberg, son cours préféré quand il était à la fac, c'était le cours d'histoire romaine. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Moi, je trouve ça génial. C'est incroyable. Ça me passionne. Moi. Et ça me fait penser au fait que, en fait, c'est complètement nimp ce que je vais dire, mais non. On ne parle que d'hommes. On ne parle d'hommes. Les oligarques sont tous des hommes. Dans tout, d'ailleurs, même la une que je t'ai montrée de Frontières, c'est des hommes. Là, c'est des hommes. Ouais. Et en fait, dans l'Empire romain, vraiment, les hommes entre eux, dans la société... Là, c'est plus l'Empire grec, mais dans la société grecque, il n'y avait pas de mot pour dire athénienne, par exemple, parce que les femmes n'existaient pas. Et l'homosexualité totalement commune, quotidienne, tout le temps. Ces hommes-là, je sais pas, moi, c'est presque... le cursus honorum à Rome était réservé, évidemment, aux hommes. Voilà. Et en parlant des gens qui sont dans la tête de Trump, donc il y a J.D. Vance, bien sûr, son vice-président, un homme qui a énormément... je dirais, vraiment craché sur Trump. Voilà, comme tu disais, l'exemple de... Hitler américain. Il le comparait à Hitler, etc. Il disait qu'il n'allait jamais voter pour lui, que ce mec était le pire gars et tout. Et c'est son vice-président depuis ce nouveau mandat. Il a une histoire particulière, ce J.D. Vance. D'ailleurs, tu l'as rajouté au podcast. C'est un épisode que tu as fait en plus, qui n'était pas dans la série. Pourquoi ? Exactement. En fait, parce que c'est pas un oligarque, tu as raison. Mais quand il y a eu l'épisode du bureau ovale avec Zelensky, c'est lui qui, les gens se souviennent peut-être, mais c'est lui qui dit « mais remerciez-nous ». Et c'est lui aussi qui est allé à Munich, la conférence sur la sécurité en Europe,
pour dire aux Européens, vous comprenez rien à la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est à l'américaine. Au passage, d'ailleurs, ça c'est un petit cadeau à Zuckerberg et à Musk, parce que leur business à eux, c'est que chez nous, il n'y a pas de régulation à Meta ou à Twitter. C'est qu'ils veulent gagner des marchés. Hein. N'oublions jamais quand même que les mecs aiment l'argent. Hein. Ils veulent toujours plus d'argent. Et il avait dit, surtout aux Européens à ce moment-là, les gars, l'avenir, c'est l'extrême droite. Il était allé soutenir l'AfD en Allemagne, Alice Weidel, en pleine élection. Hein. Donc je me dis, ce mec est quand même vachement intéressant. Et puis, il a un pied chez les oligarques, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est Peter Thiel qui lui parle. Il est avec ce monde-là. Il vient de la Silicon Valley. Il a fait fortune dans la Silicon Valley lui aussi. Mais il vient d'un autre monde. Il vient de l'Ohio, d'un petit bled Middletown, où il a grandi vraiment dans une famille très pauvre, très dysfonctionnelle, avec une mère alcoolique, droguée. C'est vraiment une famille, c'est très très dur. Hein. Il a écrit un roman qui est une sorte largement biographique, The Hillbilly Elegy, et qui cartonne, et qui a été adoré par la gauche en disant voilà, ça c'est l'Amérique. Et il était, en gros, les gens se sont dit, en lisant ça, vous allez comprendre les électeurs de Trump. Mais au départ, il ne faisait pas de politique, lui. Et puis progressivement, il a commencé à s'y mettre. Il a été élu en 2020 dans son État, et puis il est devenu vice-président un peu plus tard. En 2022, d'ailleurs, il a été élu la première fois. Donc c'est très très récent tout ça. Et lui, il est intéressant parce que il est pas, tu sais, tout à l'heure tu disais, il est homosexuel et pourtant il est avec Trump. Mais lui, il n'est pas homosexuel, mais il a une femme qui est indienne. Donc tu te dis, c'est étrange, elle est migrante, de sa famille en tout cas. Il est pour les syndicats. Toi, tu te dis, c'est étrange. Il est contre l'hyperconsommation. Tu vois, tu peux te dire, autour de Trump, ils veulent qu'on consomme comme des bêtes, c'est l'antidépresseur majeur, acheter comme des... Lui, pas du tout, parce qu'en fait, il reste, et lui, je pense que idéologiquement, vraiment, il reste très attaché à la classe populaire américaine. Et il dit, la consommation de masse, les guerres à l'étranger, il n'en veut plus, lui. C'est lui qui... Parce qu'il a été engagé en Irak, et au nom du patriotisme, il a vu en fait que qui mourait, les gars comme lui, en fait. Donc il est plus animé, il a plus une colonne vertébrale idéologique. Après, il reste, je pense, moi, d'extrême droite sur les valeurs, ultra conservateur, et la dimension religieuse, la dimension religieuse est très importante aussi chez lui. Il se convertit d'ailleurs au cours de sa vie, c'est-à-dire qu'il n'est pas chrétien, catholique, intégriste de base, il se convertit très tard. Ouais, il est d'abord évangélique comme beaucoup de gens dans le Sud, mais pas très religieux. Il devient athée à la fac, ça c'est génial. Il devient athée, il le raconte, il dit « Je suis devenu athée pour me conformer un peu aux élites. » Tu vois, la cathédrale tout à l'heure que j'évoquais, lui, il a connu la cathédrale, il a été dedans. Parce qu'il a été à Yale, et c'est à Yale qu'il se rend compte qui sont ces gens. Et lui, c'est un peu le pecno, quoi. Donc il a du mal à être à l'aise. Et moi, j'ai connu ça, tu as peut-être connu ça, mais quand tu es dans ton milieu, tu es dur, donc tu essaies de faire comme eux, quoi. Tu vois les codes. Et donc il devient athée parce qu'ils se disent, ces gens-là n'aiment pas Dieu, c'est cool. Et en fait, après, il va retourner en arrière, et il va devenir catholique, il va se faire baptiser adulte, et il va être très, très, très conservateur. Tu as vu quand il était au Vatican, à Notre-Dame, il est venu à Notre-Dame pour l'inauguration. Il est ultra conservateur sur les mœurs, très dur avec les migrants, les derniers. C'est quelqu'un qui est très, très conservateur, mais qui, sur des questions sociales, peut être un peu surprenant, notamment sur la défense des travailleurs américains. Donc il est sûrement plus... il est moins contradictoire que Trump, parce que Trump, il dit « ouais, je défends le petit peuple américain », et en même temps, le mec est milliardaire, et il vend ses Nike en or. Tu te dis, ça n'a pas de sens. Vance, il est peut-être plus dangereux, parce qu'il est moins incohérent. Tu vois, il y a quelque chose de plus Mais clair. la big picture, c'est quand même un gouvernement, ou en tout cas un duo vice-président-président assez incohérent. Très contradictoire. Ouais, tout à fait. Notamment, oui, c'est vrai, sa femme indienne, donc migrante. Après, aux États-Unis, il y a quand même un truc, il y a les bons et les mauvais migrants. Tu vois, les migrants mais il y a un peu ça chez nous aussi en France. Le bon migrant, c'est l'asiatique ou le sous-continent indien. Il reste à sa place, et il travaille beaucoup, et il n'emmerde personne. Le mauvais migrant, c'est le latino. Tu vois, et ils ont le bon migrant, le mauvais migrant. Ils ont construit ça. C'est une vraie construction intellectuelle, presque, qui a bougé dans le temps. Au début du XXe siècle, le bon migrant, c'était l'anglo-saxon, l'anglais, l'écossais, l'irlandais, surtout l'anglais et l'écossais, ou le norvégien, super. Le mauvais migrant, c'était l'européen du Sud. Et le juif, n'en parlons pas.
Mais l'italien, l'espagnol, pour eux, c'était un peu trop bronzé. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc tu vois, les choses évoluent avec le temps, mais c'est important, encore une fois, de faire de l'histoire. Parce que tu vois que c'est pas figé dans le temps. C'est que si tu poses J.D. Vance en 1900, le même, tu le retournes à le futur, tu le ramènes en 1900, tu vois le mec qui a obsession, tu le ramènes en 1900, J.D. Vance, dans la DeLorean, et en 1900, lui, il sera très très dur envers les Européens, Méditerranéens et Espagnols, alors qu'aujourd'hui, ce sont des très bons Américains pour lui. Et Zuckerberg, alors, lui, il a reviré un peu, il a changé de sa casquette pour le coup, donc assez absent politiquement pendant Trump 1, plutôt démocrate, Biden, hein. voilà, mais bon, plutôt sur ces sujets, alors avec toutes ces affaires du judiciaire, données personnelles, etc., donc pas très sur le devant politique. Et là, Trump 2, j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse ambiance aussi quand même aux États-Unis, à Washington pendant l'élection de Trump, où c'était la teuf et qu'on avait envie de faire partie de cette teuf en fait, en réalité. Et c'est un peu la lecture que j'ai de Mark Zuckerberg, qui, bon, lui est un nerd invétéré d'Harvard, un mec, voilà, on a tous vu Social Network, qui est un de mes films préférés, un mec qui n'a pas trop d'amis, etc. Il déteste le film, lui. Hein, ah ouais, bah oui, non, mais sûrement, bah oui, parce que ça raconte le vol un peu de l'idée et puis surtout qu'il aurait fait tout ça pour une nana. Ouais. Souviens-toi du film quand même. Bien sûr, la fin du film, c'est terrible. Il rafraîchit. Il l'ajoute sur extraordinaire. Facebook. Extraordinaire. Mais lui, donc, Trump 2, il met la casquette MAGA, quoi. Comment on explique ce revirement de situation ? Au risque de me répéter, la crainte du démantèlement de Meta, ça c'est clair. Ouais. Aussi l'idée que Trump peut l'aider à, notamment, ouvrir des marchés. Le marché chinois, tu vois, des marchés entiers qui pourraient s'ouvrir. C'est plus d'un milliard et quelques de personnes. Hein. Donc il y a des marchés à gagner, à conquérir. Pour ces gens-là, pour qui c'est jamais assez, c'est important. Et puis je crois que fondamentalement, il a trouvé tout d'un coup une bande de potes, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, tu parles du sociopathe qu'il était, bah, tout à coup, je suis assez d'accord avec ton analyse, hein. Tout à coup, t'appartiens à un monde de virilistes, tu vois, t'étais un peu incel quand même, t'avais un petit côté un peu gringalos, et tout d'un coup, t'es là avec des mecs, on en a marre de s'excuser, la violence a du bon, c'est les discours lunaires, hein, ces discours-là, son discours où il explique la nouvelle régulation, qu'il n'y a plus de régulation à Facebook, c'est incroyable. Hein. Il dit la brutalité, je ne sais plus quels sont ces mots, mais la masculinité est une valeur essentielle de l'humanité. Et puis même il dit, c'est pas mal un peu de violence, quoi. C'est marrant parce que moi j'avais écrit un bouquin sur le corps aux États-Unis, et au tout début du XXe siècle, il y avait un grand débat sur le foot américain. La masculinité. Ah ouais. Et en fait, j'avais montré que régulièrement dans l'histoire du XXe siècle, il y a des moments de crise de la masculinité, et ensuite, en retour, comme un backlash, des retours de masculinité. Et les crises de la masculinité, c'est par exemple au moment de la guerre du Vietnam, tu vois, une guerre perdue, les corps blessés, les hommes qui reviennent, des masses, mais qui sont brisés. Oui, bien sûr, tu vois, tu as vu Apocalypse, les mecs sont brisés dans leur tête. Donc, crise de la masculinité. Et politiquement, ça se traduit immédiatement par l'élection de présidents démocrates, moins masculins, plus féminins, genre Jimmy Carter. Et après, boum, retour de la masculinité. Comme s'il y avait un besoin de cette nation de pionniers, Ronald Reagan. Tu as la même chose. Tu vois, les guerres en Irak, en Afghanistan, Barack Obama est élu. Sur la promesse de la fin des guerres, sur l'empathie, des valeurs plutôt féminines, le mariage homosexuel. Tu vois, tout à coup, une autre Amérique émerge, et boum, retour de bâton avec Trump. Et je pense qu'on est dans ces moments-là et sur le temps plus récent, MeToo, et moi je reste persuadé que l'élection de Trump, et c'est une hypothèse que j'ai formulée, que l'élection de Trump est une sorte de backlash MeToo, avec un retour de l'homme américain. Elles nous ont quand même bien fait chier. Et quand tu lis Zuckerberg, c'est vraiment ce que tu entends. Tu entends l'homme américain ne doit pas toujours s'excuser, quoi. Et d'ailleurs, les dernières révélations dans le clash Trump-Musk, où Musk dit « j'ai des photos de Donald Trump avec Jeffrey Epstein », les gens, j'ai l'impression que ça n'a pas du tout fait de bruit tellement, les gens s'en foutent complètement que le mec fréquentait ce gars. On savait qu'il le fréquentait. Est-ce qu'il a participé à ce trafic sexuel? On ne sait pas, peut-être, mais franchement, ça n'a pas fait grand bruit. Non. Et tu vois... Pour prolonger cette backlash MeToo, l'élection 2024, elle est presque caricaturale, puisque c'est lui contre une femme, procureur, qui a enquêté sur des crimes sexuels en plus. Et c'est lui qui a gagné. Et à travers lui, il y a quelque chose de... Et beaucoup d'hommes, y compris des minorités, ont voté pour lui. Il a gagné grâce au vote des minorités, des jeunes hommes des minorités. Et donc, il y a quelque chose qui s'est joué autour d'un backlash MeToo, je pense. Et donc, tu vois, crise de la masculinité, et c'est assez cyclique. Et Zuckerberg, il incarne à lui seul
les deux moments. Tu vois, un moment où il est plutôt progressiste et ouvert, et un moment, pam, de retour de ça, il incarne complètement ça. Le point commun de tous ces gens, c'est donc l'argent. Ouais. Comment la démocratie, comment l'État peut encadrer de telles fortunes qui sont, pour la plupart, plus riches que certains États? Aux États-Unis, elle ne peut pas. En fait, en 2010, la Cour suprême a libéralisé complètement les dons pour les campagnes électorales. C'est-à-dire qu'avant, il y avait comme chez nous, il y avait des plafonds. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a plus de plafond. C'est-à-dire que tu peux donner à ce qu'on appelle des PAC, des comités d'action politique, ou des super PAC, autant que tu veux. Donc, tu peux acheter une élection américaine aujourd'hui. C'est ce que Musk a fait. Ouais. Moi, je pense que c'est ce que Musk a fait. Il a même payé des gens pour voter. Enfin, c'était délirant. Il faisait des chèques à des mecs qui allaient voter. C'était délirant. Et tout est légal, en fait. Donc, il n'y a pas de garde-fou à ça. Et dans un pays où, tu sais, en 2016, les districts où Trump a fait les meilleurs scores, c'est les districts où il n'y avait plus de presse locale. Contre-pouvoir. Donc, dans ces conditions-là, quand tu n'as plus que pour t'informer, parce que quand tu es informé par le numérique, quel est le média? Mais c'est eux. C'est flippant quand même. C'est eux. Donc, c'est eux qui t'informent, c'est eux qui décident de l'algorithme. Alors, c'est pas eux qui mettent, mais c'est eux qui te conditionnent. Donc, moi, je suis très inquiet pour l'avenir de la démocratie américaine. Il y a un autre livre dans la même collection qui s'appelle États-Unis, Anatomie d'une démocratie. J'ai presque peur que la deuxième édition soit autopsie d'une démocratie, parce que tu vois pas comment, en fait, tu vois pas le regain démocratique. Alors, peut-être je suis trop pessimiste, mais je ne vois pas le regain démocratique. Oui, tu as parfois des gens dans les rues, mais aux États-Unis, alors on verra les midterms, ce que ça va donner, mais aujourd'hui, quand tu as des campagnes à $1 milliard, t'imagines $1 milliard, ce que ça représente, hein. Et ma dernière question, c'était justement, si on était utopiste et optimiste, qu'est-ce qu'on pourrait espérer de l'Amérique aujourd'hui, qui mène une guerre économique à l'Europe, qui finance des guerres un peu partout, qui n'a pas vraiment envie de résoudre le conflit ukrainien-Russie. Qu'est-ce que, si on était optimiste, on souhaiterait pour l'Amérique? Mais le grand truc, c'est quel est le principal contre-pouvoir des États-Unis? Est-ce que c'est nous les Européens? Est-ce que c'est les Chinois? Moi, je crois que c'est le réel. Le réel. S'il y a une crise économique aux États-Unis, c'est les Américains, ils votent toujours avec leur carte de crédit, hein. Tu as l'inflation. En 92, pendant la campagne de Clinton, l'un de ses conseillers, James Carville, avait dit « It's the economy stupid ». C'est une phrase très connue aux États-Unis. Toutes les campagnes, on les cite. C'était, en fait, à la fin, c'est l'économie. Abruti, c'est l'économie. Donc, si l'inflation est énorme, le discours de J.D. Vance, il faut moins consommer, j'y crois pas trop. Parce que moi, j'ai une hypothèse que je te donne, c'est que les Américains, c'est un pays, je connais bien les États-Unis, c'est un pays de dépressifs. Et quand on est dépressif, quel est le meilleur antidépresseur à part le Xanax? C'est la consommation. Ça t'est déjà arrivé, non? Quand ça va pas bien, t'achètes des trucs. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, ils consomment comme des dingues. Quand tu vas aux États-Unis, dans les garages des gens, mais t'as 25 ballons de foot. Tu vois, ils consomment. Si tu arrêtes la machine à consommer, qu'est-ce qui reste? La dépression ou le Xanax. Et donc, j'ai l'impression, moi, que, pour répondre, c'est pas très engageant, hein, mais pour répondre à ta question, le principal contre-pouvoir, c'est peut-être ça. Après, si on veut faire un peu d'histoire, dans les années 1930, aux États-Unis, et c'est l'objet de mon prochain roman qui sort en octobre, je vais te le dire, des milliardaires américains, des oligarques de l'époque et des fascistes songent à renverser le président des États-Unis. Okay. Roosevelt. Ah ouais? Oui. Mais la démocratie a été suffisamment robuste. Et un président Roosevelt a réussi à inventer une autre Amérique. Je n'appelle pas un nouveau président Roosevelt, mais peut-être sur les questions écologiques, peut-être que ce qu'on vit en ce moment, c'est le dernier contre-feu d'un monde qui est en train de disparaître. Ce qui serait quand même paradoxal, que ces types qui prétendent incarner un monde nouveau ne seraient peut-être que finalement les ruines d'un monde disparu. Peut-être. Oh là là. Ah oui. J'aime beaucoup. Okay. C'est optimiste. Bah, c'est... Tu voulais qu'on soit optimiste. Ouais, carrément. Je l'espère. Dernière chose, on va faire un petit jeu, si ça te va, si tu es d'accord. Je te dis d'abord les règles et après tu acceptes ou tu n'acceptes pas, mais en vrai, c'est sympa. Vu que à tous ces oligarques, tu leur donnes un qualificatif, j'aimerais te montrer d'autres oligarques, des Français. Et si tu peux, si tu le souhaites, tu les qualifies avec un adjectif qualificatif de ton choix. Ok, pas facile. Hein. Ok, on commence. C'est parti. Emmanuel Macron. Mais c'est pas un oligarque, lui. Bah, les oligarques, ils peuvent être un peu politiques, non? Ouais, mais lui, il n'est pas milliardaire.
Ok. C'est un homme politique, mais tu veux que je qualifie Emmanuel Macron? On les qualifie ou pas? On peut les qualifier avec un qualificatif? Ouais, on peut le qualifier. Putain, c'est dur. Emmanuel Macron, je dirais inqualifiable. Excellent. Mais dans tous les sens du terme. Bah, carrément. Marine Le Pen? Inéligible. En tout cas, alors on se parle. Hein. Jean-Luc Mélenchon? Opiniâtre. Bruno Retailleau? Inattendu. J'ai pas besoin de préciser pourquoi. Non, t'inquiète. Ok. Mais vraiment d'accord. Inattendu. Dominique de Villepin? Dominique de Villepin, je dirais ambitieux. Ambitieux. Ils le sont tous, hein, mais lui, voilà. Humaniste ou pas? Ambitieux. Xavier Niel? C'est vraiment dur. Hein. Xavier Niel, j'avoue, je sais pas. Ah ouais. Je connais pas assez. Okay. Je vois des milliardaires, mais je sais pas assez. Ok. Vincent Bolloré? Catholique. Gérald Darmanin? Sarkozy. J'adore. Ce jeu est excellent. J'aime beaucoup. Sais pas. Ah, Léa. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je la connais bien. Maintenant, la reine, parce que c'est elle fait le 20h, la reine. La reine. J'ai mis une story tout à l'heure d'elle en disant. J'ai envie de lui dire bon courage aussi quand même, hein, parce que ça va être dur. Mais Et d'ailleurs, j'ai fait un podcast avec son père, Rassam Salamé, sur l'histoire du Liban, parce que son père est un type extraordinaire. Et si vous voulez connaître l'histoire du Liban, on a fait une anatomie du Liban. Ah, magnifique. Qui n'est pas devenu un livre, en podcast. Anatomie d'un pays déchiré, c'était vachement intéressant. Et je le dis pour les auditeurs, si vous voulez retrouver les podcasts, c'est sur les podcasts de France Inter. Ouais, l'appli Radio France même. Ah ouais, mais les deux, on trouve les deux. Sur Apple Podcast, en tout cas, c'est sur le compte de France Inter. Ouais, exact. Ok, on continue, il en reste quelques-uns. Ok. Saadé. Rodolphe Saadé. Tu l'avais pas reconnu? Non, mais c'est qui? Rodolphe Saadé. Gourmand. Surtout aujourd'hui. Ouais. Brigitte Macron? Puissante. Cyril Hanouna? Violent. Raphaël Glucksmann? C'est dur. Raphaël Glucksmann, parisien. Et je dis à dessein, parisien. J'ai mis 2 internationaux. Ouais. Netanyahou? Netanyahou, putain, le survivant. Et le dernier? Ali Khamenei. Alors, les Khamenei, j'en ai plein qui viennent parce que c'est l'ennemi des femmes, tu vois, c'est... Moi, j'ai pas envie de le romantiser du tout, c'est un mec dangereux. D'ailleurs, quand on se parle, je ne sais même pas s'il sera encore vivant quand tu mettras en ligne la vidéo, parce que je crois que c'est son avenir de sa vie un peu... Ouais. Moi, je dirais inquiétant. Voilà, j'ai pas beaucoup d'admiration pour le régime des mollahs. Je pense pas grand monde. Non. Ici, j'espère. Enfin, voilà. Et on a une pensée, évidemment, pour Cécile Collère et Jacques Paré, qui sont toujours otages et potentiellement condamnés à mort par le régime des mollahs. T'as raison. Merci beaucoup. Thomas Negaroff, c'était un kiff absolu, j'adore. Tu reviens quand tu veux pour parler des livres, des spectacles, des trucs, c'était trop cool. À bientôt. Merci à toi. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.